La nuit est tombée depuis quelques heures déjà, nimbant l'intérieur de votre auberge une lumière étrange. La pleine lune qui brille derrière les portes de papier éclaire avec puissance votre chambre, et vous ne parvenez pas à dormir, vous tournant et retournant sans cesse sous les couvertures de votre lit. Les murs sont fins, comme dans toutes les auberges traditionnelles, et vous entendez de temps à autre un ronflement, un éclat de voix en provenance de la chambre d'un de vos voisins. Ces bruits, vous les connaissez, ils vous rassurent plus qu'ils ne vous agacent. Mais cet autre bruit que vous entendez depuis plusieurs minutes déjà, commence à vous tirer un long frisson le long de la colonne vertébrale. Une sorte de raclement, un frottement régulier contre le tatami de la chambre voisine. Le bruit est si régulier qu'il en devient obsédant. Qu'est-ce qui provoque ce raclement qui semble sans fin ? Si vous n'arriviez déjà pas à dormir, vous êtes maintenant de plus en plus stressé. Chaque itération de ce bruit vous arrache une raideur dans les épaules. Quand celui-ci a perduré beaucoup trop de temps pour que vous restiez sain d'esprit, vous n'y tenez plus et sautez hors de votre futon. Le bruit vient de votre gauche, vous en êtes persuadé. Ainsi, vous sortez de votre chambre, faisant coulisser doucement la porte dans son rail. Pas un bruit dans le couloir, personne ne semble debout. Il n'y a que vous et la personne dans la chambre voisine. Sans réfléchir, vous enfilez les chaussons et vous vous dirigez vers l'origine de ce bruit. La porte à votre gauche. Pendant que vous avancez, le bruit persiste, grattant l'arrière de votre crâne avec force. Il faut que cela cesse. Vous allez gentiment demander à votre voisin ou voisine de cesser et vous pourrez enfin retourner dormir, l'esprit libre de toute peur absurde. À mesure que vous approchez, vous remarquez que la porte est déjà entrouverte. Rien ne vous parvient d'autre que ce raclement glauque, que la lumière vacillante qui provient de l'intérieur de cette pièce. Vous approchez, pas à pas, un silence oppressant vous enveloppant et vous accompagnant jusqu'à cet entrebâillement. Vous vous approchez, enfin assez près pour apercevoir ce qui se passe dans la chambre, laissant votre œil s'ajuster à la lumière de la pièce et découvrir l'impensable. Une tête de femme, dont l'immense langue lèche le parquet, au bout d'un cou si long que sa seule vue vous donne un haut-le-cœur. 2, 3, peut-être 4 mètres de chair ondulent sous les rayons jaunâtres d'une lampe à huile renversée sur le sol. La flaque d'huile glisse avec douceur sur les tatamis, dessinant une tache qui se rapproche dangereusement de la flamme tremblotante. La tête continue de lécher sans répit le liquide, la langue frottant avec lenteur le sol. C'est la même qui produit ce bruit de raclement si régulier, si malsain qu'il vous fait dresser tous les poils de votre corps. Votre esprit vous hurle de reculer, de vous éloigner de cette vision d'horreur, mais vos pieds restent fixés sur le sol. Vous observez avec un dégoût mêlé de fascination cette tête qui se trouve si loin de son maître, de son corps. Une éternité ou une seule seconde passe ainsi. Vous, debout les bras ballants et le regard fixé sur cette apparition. Elle, léchant sans relâche l'huile qui continue de s'écouler de la lampe. Puis, alors que vous n'avez pas fait le moindre bruit, la femme, le monstre devant vous, semble remarquer votre présence. Elle relève la tête avec lenteur, dardant ses yeux aussi sombres que la nuit sur vous. Des dents aiguisées dégoulinantes d'huile se dévoilent derrière une langue fine de serpent. Elle se lèche les babines et, toujours sans un bruit, le cou continue de s'allonger, la tête se dirigeant maintenant vers vous. Bienvenue tout le monde dans la librairie Yokai numéro 4. J'ai cru que tu allais te tromper. Ah bah non, je tiens le compte. L'épisode 4. L'épisode 4. Alors j'aimerais prendre une voix mystérieuse et vous faire venir dans notre antre, dans notre librairie pour vous faire peur, mais il se trouve qu'il fait encore jour, donc je suis pas dans le mood. Tu casses la magie. Oui, mais on est mieux assis. Enfin, moi en tout cas, je suis mieux assis que le mois dernier, donc je suis très contente des nouveaux aménagements dans la librairie. Aujourd'hui, on va rencontrer un yokai assez particulier. Avec un nom encore une fois très facile à prononcer. Voilà, en fait j'avais pas envie de dire le nom. C'est pour ma poire, c'est ça. Voilà. Bon, de toute façon les gens ont bien remarqué que je sais jamais prononcer les noms des yokai. Hein. On voit bien que tu te caches un peu, alors tu fermes un peu la bouche. Alors ce mois-ci, on rencontre la Lokorokubi.
Allez, vas-y, je t'écoute. Rokurokubi. Rokurokubi. Ouais, mais j'arrive pas à le dire aussi vite que toi, quoi. Yokurokubi. Ah, J'avoue, putain. je me suis un petit peu entraînée avant. C'est dur, hein. Ouais, elle est pas facile celle-là. Mais c'est ça, en fait. Tous les yokai ont comme point particulier, si on prononce mal leur nom, on meurt. Tu crois? Je pense, hein. C'est plus simple, quoi. C'est pour ça que tu préfères t'abstenir. C'est ça. Je vois. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de tordre le cou au sujet... C'est parti. C'est parti. On voulait vous remercier. Plein de merci, parce que finalement, on a beaucoup de commentaires, on a beaucoup d'interactions, on a beaucoup de retours, on a quelques cadeaux ou des échanges. Des échanges de cadeaux, beaucoup de choses. Ça fait énormément plaisir. Il y a beaucoup de choses différentes à remercier. On a eu beaucoup d'interactions, en particulier sur Twitter, si vous ne nous suivez pas encore. On échange beaucoup en fait avec les auditeurs dessus, qui nous font des superbes cadeaux. Ce mois-ci, on a reçu notre premier fan art. Et ça n'a pas de prix. Alors, je suis un peu moche dessus. On n'est pas à notre avantage sur mais ce toi, fan art. tu as 2 œils, toi. Moi, j'ai 2 yeux, oui, c'est vrai. Moi, j'en ai qu'un seul. Et donc, du coup, un immense merci à Nasino, qui nous a dessiné tous les deux, de nous avoir dessiné ce petit fan art qui est, ma foi, absolument adorable. Je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, ça nous a fait plaisir. C'est chaud au cœur. Et du coup, oui, si vous dessinez, écrivez, chantez ou dansez, pourquoi pas danser, ouais. N'importe quoi. Petite vidéo, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à nous envoyer. Moi, étant moi-même musicien, je suis très curieux de voir des compositions, savoir ce que les gens pourraient composer sur le thème de yokai. Ça doit faire très peur quand même. D'autant que c'était une des premières raisons pour lesquelles on en a fait ce podcast aussi, c'était pour partager. Et franchement, recevoir ce genre de choses, ça fait doublement plaisir déjà parce que vous prenez le temps pour nous, c'est adorable. Et en plus, ça montre bien que le chant des yokai est infini finalement. C'est beau. C'est beau. C'est beau dit comme ça. Le chant des yokai est Le chant infini. des yokai. Ça ferait le bon titre d'épisode de podcast. Pour une pastille, ma foi, un hors-série, pourquoi pas. Pourquoi pas, ouais, une séance. Alors, du coup, dans les remerciements, on a aussi Mademoiselle Uma, on a Séraph qui nous a partagé une Kuchiseke Onna et aussi une Yuki Onna il y a pas longtemps. Et aussi Mathieu Croza qui nous a dessiné un petit yokai qui nous a partagé sur Twitter. Ça fait toujours très plaisir, ouais. On devrait faire une galerie quelque part dans la librairie. Bah ouais, peut-être qu'il y a de la place sur le site, je sais pas. on va trouver quelque chose. Merci aussi à Clafouti, une auditrice régulière qui en fait nous a beaucoup aidé sur les références de Kalakasa le mois dernier, qu'on a rajouté évidemment sur l'article en question. Avec son super conseil, j'ai oublié le nom, mais de drama yokai un peu cheap, quoi. C'est pas un drama du coup, je crois que c'est la pro, on va peut-être pas commencer à parler à sa place, c'est du tokusatsu, c'est les films live avec des effets spéciaux cheap. D'accord. Si j'ai bien compris, elle me corrigera si j'ai dit de conneries. Un peu à la Sentai. Ouais, c'est ça, à la Sentai. On en a trouvé un où il parlait de yokai et ça a vraiment l'air marrant, il faut qu'on prenne le temps de regarder. Alors vraiment désolé avec la foutie parce que tu as pris énormément de temps pour nous expliquer et on raconte de la merde derrière. Mais on a compris le concept. Le cœur est là. Le cœur est là. Et enfin, ultime merci à des confrères podcasteurs qui nous ont conseillé en fait, donc les 2 garçons d'Incredibilis Podcast, qui est un podcast qui est aux antipodes du nôtre puisqu'il ne raconte que des histoires vraies. Comment ça, les yokai, c'est pas vrai? Bon, encore une fois, moi je n'en ai pas encore vu. Ouais, t'as bien vu un parapluie, non, dans la rue? Oui, c'est vrai. Voilà, tu lui colles une petite langue et puis... Bon, le concept de base d'Incredibilis Podcast, c'est de vous raconter des histoires qui sont complètement folles, mais complètement vraies. Ils parlent de temps en temps du Japon, j'ai cru comprendre qu'il y avait au moins un des deux... qui aimait bien. Des deux qui aimait bien et qui du coup en parle régulièrement. Et si vous connaissez pas, filez écouter, c'est vraiment super intéressant. Moi j'écoute ça au boulot le matin, c'est pas mal. Il y a le nouvel épisode qui est sorti d'ailleurs, j'ai pas encore écouté. Dédié à l'écologie. À l'écologie. Ouais. C'est dans l'épisode 6, c'est un étranger qui devient samouraï. C'était assez intéressant. C'est une histoire dont on parle pas mal récemment, mais effectivement cet étranger d'Afrique je crois, qui est devenu samouraï à l'ère Edo, donc du coup au Moyen-Âge japonais. Comme quoi Nyo nous ment, hein. C'est pas un British qui est devenu samouraï, mais peut-être un Africain. C'est un Africain. Alors à la librairie on vous prépare des surprises, plein de surprises, et en particulier un épisode spécial pour cet été. Et pour cet épisode, si jamais ça vous dit, on aimerait bien vous faire participer. Donc si vous êtes de passage à Tokyo ou au Japon en juillet, ou si vous voulez vraiment participer, on peut s'arranger autrement, mais écrivez-nous un petit message et puis on essaiera de faire un truc ensemble. On sait pas encore sous quelle forme pour être honnête, on est en train d'ébaucher l'idée, mais si ça vous dit, un épisode avec des auditeurs, une séance ouverte dans la librairie, envoyez-nous un message, criez très fort, on vous entendra. Il faudra juste signer un disclaimer avant, au cas où il vous arrive quelque chose. Hein. Ce sera pas notre faute. Ah, pas du tout. Il y a une maison hantée à Asakusa et qui fait bien flipper quand on va passer la nuit là-bas. Pourquoi pas enregistrer là-bas? Voilà, pourquoi pas. Alors là, il faudra vraiment signer un disclaimer. Hein. Un double disclaimer. Voilà. Puisqu'on me le demande tout le temps, la musique de fin du podcast, sortez un crayon, prenez des notes, c'est Etchu Owarabushi de Colorful House Band. C'est noté. C'est noté. Je reçois des messages tout le temps par mail, sur Twitter, en message privé pour cette musique-là. Et en passant, encore une fois, tout l'habillage sonore est dans les articles afférés au podcast. Donc lisez les articles parce qu'il y a d'autres informations dans les articles. On met des dessins, on met des liens, on met plein de choses. Et vous apprendrez peut-être même des choses qu'on n'a pas dites dans le podcast à l'oral. Voilà, c'est un cross-média. Il faut venir lire. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. C'était un petit peu long aujourd'hui, désolé. Une introduction très longue. Une introduction très longue. Mais ça tombe bien parce que la longueur est un peu le sujet de cet épisode. De cet épisode, effectivement. Quand on parle de longueur, on ne parle pas de choses ecchi, évidemment, mais on va parler du yokai du jour. Qui est le yo...
Ah, mais je suis fatigué aussi. Le Rokurokubi. Pourquoi je dis yo? Oula, ouais. Oula. On y va? On y va, c'est parti. La Rokurokubi, c'est un peu comme d'habitude l'héroïne d'une histoire tragique. C'est une femme qui ne sait pas qu'elle est un yokai et qui se fait rejeter en fait de toutes parts puisque elle est un yokai et visiblement on n'aime pas trop avoir un yokai à la maison. Donc la journée, c'est une femme comme les autres, mais la nuit, lorsqu'elle s'endort, son cou s'allonge tant et si bien, peut mesurer jusqu'à une dizaine de mètres. Ça fait beaucoup quand même dans une petite chambre, une dizaine de mètres. Et en fait, la tête vaque seule à ses occupations. Et a priori, ce qu'elle adore faire, c'est lécher l'huile des lampes. On peut dire que si la tête s'envole comme ça, c'est qu'elle est un peu rêveuse quand même. Peut-être. Est-ce que ce serait pas une métaphore? Une métaphore. Une femme au foyer qui en a marre d'être une femme au foyer. Écoute, tu paves le chemin pour la suite du podcast, mais ça fait partie des hypothèses. Mais ça, c'est une seule version, parce qu'évidemment, comme à chaque yokai, eh bien, nous avons 40 000 versions différentes. L'autre version, qui est un petit peu plus répandue au Japon, enfin, on vous expliquera pourquoi après, là où le Rokurokubi serait en fait une sorte de démon qui peut prendre au choix la forme d'un homme ou d'une femme, mais souvent, ça reste quand même une femme. Techniquement, j'ai vu aucune histoire de Rokurokubi avec un homme. Quand c'est le démon qui se transforme? Non, aucune. Ah, c'est normal, le démon, il doit être pervers un peu quand même. Peut-être, je sais pas. Vous trouvez des références qui disent que ça pourrait être un démon qui peut prendre la forme d'un homme ou d'une femme, mais aucune des histoires ou des légendes affairées, je l'ai vu avec un homme. Et il a compris quel était le bon côté. Le sexe supérieur. Hein. Visiblement, il y en a un qui a tout compris. Et si quelquefois le Rokurokubi est conscient de ce qu'il est, donc d'être un yokai, d'autres fois il est complètement inconscient, donc c'est-à-dire que dès qu'il s'endort, il se met à semer la zinani partout, il est pas au courant, il vit sa vie sans le savoir. C'est-à-dire qu'en fait, l'entité en elle-même est à la fois une personne et un yokai. On considérait que c'est plutôt un yokai, mais qui s'ignore. Quand elle fait le bazar durant la nuit, quand elle dort, ouais. Elle n'a pas conscience. Et pourtant, elle fait le bazar. Donc ce serait comme si il y avait deux esprits. Donc ce serait quelqu'un qui a deux personnalités qui cohabitent dans la même tête. D'accord. Ça peut poser certaines questions aussi dans la même tête, mais peut-être qu'il y a un esprit dans le corps et un dans la tête. C'est pas une hypothèse que j'ai vue, ça. D'où la dissociation. La dissociation. C'est Nietzsche qui disait que le corps modèle l'esprit. Et donc, du coup, tu pourrais avoir un esprit. Et un corps. Qui, sans le corps, n'est pas affecté par le corps. Et donc, est autre que quand il est rattaché au corps. Donc, si tu pousses ça, le corps en lui-même est un esprit. Qui serait, oui, c'est une hypothèse qui pourrait fonctionner, ma foi. Ah, je vais me mettre à écrire sur les yokai. La philosophie des yokai. Voilà. Alors les représentations modernes, on le verra un petit peu plus tard dans la section du podcast, mais elles exposent en fait généralement beaucoup plus la première version que je vous ai dit, donc c'est-à-dire de la femme qui s'ignore être un yokai la nuit. Oui. Dans les légendes, dans les histoires, dans les représentations manga, animé, etc., c'est quasiment 95% cette version-là de la légende. Dans les choses qui sont un petit peu plus anciennes, on va plus aller vers le monstre asexué, qui pourtant est toujours une femme. Alors à la question, est-ce que la Rokurokubi est un yokai connu ? La réponse semble assez simple, puisque un des articles que j'ai lu, il commençait carrément par « Existe-t-il seulement quelqu'un au Japon qui ne connaisse pas le Je suis sûr que je peux trouver quelqu'un. Je pense que tu peux trouver, mais ça reste quand même quelque chose de relativement prégnant. Alors à partir de maintenant, oui. La librairie yokai devient un street podcast. On va aller interroger les gens dans la rue. Non, je rigole. Trop fastidieux. Trop fastidieux, trop de travail. Nous, on aime bien, on est assez feignants. On aime bien rester dans la librairie au chaud. Ah oui. Avec un bon saké pétillant. Un bon saké pétillant. On ne dira pas le nom parce qu'on n'est pas sponsorisé. C'est la prochaine étape. Trouver des sponsors. Tout le monde sait qui c'est. Tout le monde sait qui c'est. Et pour cause, les légendes la mettant en scène et les représentations en fait datant de l'ère Edo, donc Moyen-Âge, on l'a déjà dit, ça fait partie des yokai qu'on voit absolument tout le temps. Et en plus, elle fait partie de la parade, la fameuse parade nocturne des 100 yokai. Et puis souvent, alors je sais pas si tu connais le Yakumonogatari Kaidankai. Non. Un jeu que tu vas pas aimer. Ah, je crois que tu m'en avais parlé. C'est possible. Ouais. C'est un jeu où en fait vous allumez 100 bougies la nuit et vous racontez 100 histoires. À chaque fois que vous finissez une histoire, vous éteignez une bougie jusqu'à la dernière bougie. Mais effectivement, je pourrais pas. Tu veux pas faire ça pour l'émission spéciale ? Non, pas trop, non. Je suis très superstitieux, donc. Puis ça me fait penser à un épisode, je crois que c'est dans le Bureau des Mystères justement où ils en parlaient. T'éteins une bougie en prononçant le nom d'un monstre et si tu le fais à minuit pile, il arrive sur le pas de ta porte et toute la nuit tu dois lui échapper. Où il y avait une connerie comme ça. Ah, j'ai des frissons rien qu'à le raconter. Il y a des gens qui ont des loisirs, ma foi, absolument ravissants. Ah, c'est ouf. Dans ce jeu, normalement, il y a un yokai qui apparaît une fois que vous éteignez la 100e bougie. Et donc, du coup, parmi les histoires, la Rokurokubi, on l'entend extrêmement souvent. Si c'est le parapluie qui apparaît, à la limite, une grosse léchouille, et c'est bon, quoi. Mais c'est marrant parce que encore le chiffre 100, la parade des 100 yokai, ça veut dire quoi ? Il y a que 100 yokai ? On va pouvoir faire que 100 épisodes ? Non, je pense qu'on peut aller bien au-delà. J'espère. Hein. De toute façon, dans la parade des 100 yokai, oui, il y en a qui ne sont pas dedans, qu'on a déjà exploré, je crois. Donc, comme d'habitude, revenons un petit peu de sémantique. Rokurokubi, qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, alors, ceux qui parlent un peu japonais, kubi
lui le coup. Donc jusque-là, tout est clair. Mais en fait, l'oculo, c'est beaucoup moins clair que d'habitude. Ça désigne rien de 100% sûr. Vous avez plusieurs hypothèses. La première, c'est que c'est le nom de tour des potiers. Donc t'imagines un tour de potier avec de l'argile, un bloc de matière que tu étires. Ça peut évoquer notamment un coup qui s'étire. Une autre hypothèse, c'est le système d'ouverture des parapluies. On retrouve leur parapluie. Le caracasa. Et il y a une histoire de langue. Et une histoire de... moi, je dis, il n'y a pas de hasard. Hein. Et enfin, une dernière hypothèse, ce serait le nom des systèmes de poulies qui servent à remonter les seaux dans les puits. Là, moi, je vois beaucoup moins le lien, mais il y a une histoire de longueur. Ouais, on en retrouve la longueur avec le seau qui reprend la tête et ça s'étire jusqu'en haut du puits. Ça s'étire jusqu'en haut du puits. D'ailleurs, c'est pratique d'être un loco-locubi, du coup. Dans quand tu beaucoup tombes de dans mangas, un puits, tu peux quand même sortir la tête. Tu peux quand même sortir la tête. Tu peux pas en sortir, mais tu sors la tête. Tu peux au moins appeler à l'aide tranquillement. Et du coup, je pense au film The Ring, si Sadako avait été un loco-locubi, ça aurait été moins fun le film. Hein. Elle aurait été bloquée dedans, quoi. Donc ça veut dire que sur l'écran noir où tu la vois sortir du puits puis sortir de la télé, en fait, tu verrais juste la tête sortir du puits, puis la tête, elle ferait rien, quoi. 10 mètres, c'est trop long, c'est trop court pour se rapprocher de la télé. Elle ferait rien, méfie-toi, on va en parler après. Donc voilà pour les hypothèses pour le nom de la loco-locubi. A priori, rien de très clair, personne n'est certain et n'affirme que l'un est plus vrai que l'autre. Alors ce qu'on sait, c'est que en tout cas, les loco-locubi ne peuvent pas être salariman. Je t'écoute. Mais parce que quand t'es employé dans une boîte, t'as une chance de te faire couper la tête. Désolé. Alors, juste pour mettre un peu de contexte, si on coupe pas cette blague toute pourrie, kubio kiru, qui veut dire couper le cou, signifie pas virer littéralement, quelqu'un. mais virer quelqu'un, se faire virer. Quoi. C'est un épisode sur la longueur. Hein, quand même, hein. Je suis étonnée qu'il n'y ait pas encore de blagues extrêmement salades. Parce que nous sommes des gens qui savent se tenir. Exactement. C'est important. Alors, j'ai remarqué un truc avec tous les podcasts qu'on a fait, c'est qu'il y a toujours plusieurs types du même yokai et plusieurs légendes aussi. Plusieurs variantes de la légende. Et ça m'a fait penser à un truc, en fait, ça se trouve, un type de yokai, c'est comme une race. C'est-à-dire qu'il y a, comme l'homme, tu vois, t'as des hommes blancs, noirs, jaunes, t'as des hommes de toutes les couleurs. Au sein d'un même yokai, tu vas avoir différents... C'est comme un clan, en fait. Ouais, c'est un peu l'impression que ça me fait... le clan, on tombe à ton manga l'autre fois, là. C'est ça, c'est Rosario plus vampire. Mais du coup... Alors, on sait toujours pas comment on le prononce. Si, on avait regardé, mais ça n'avait pas de sens. Donc oui, c'est vrai, mais pas tout le temps, parce que je te ramène à notre épisode pilote, la Kuchisake Onna, qui visiblement serait une seule personne. Effectivement. On l'interprète pas comme une race, comme une sorte de yokai, mais plus comme une apparition à un point donné, même si visiblement elle est apparue à plein d'endroits différents. C'est une légende plus récente, c'est pour ça. C'est une légende beaucoup plus récente. En fait, depuis la Kuchisake Onna, on a traité que des légendes relativement anciennes. Et je pense que c'est ce qui fait aussi leur différence principale. Et effectivement, la loco-locubi, ce serait plutôt une race. Il y en a plusieurs, à plusieurs endroits du Japon. La Yuki Onna aussi, on l'avait retrouvée dans plein d'endroits différents. Kyotoko. Le Yuki Otoko aussi. On a défini la loco-locubi. Parlons maintenant des variantes de la légende qui existent. Pour revenir à quelqu'un qu'on a déjà traité, Koizumi Yakumo. Donc rendez-vous à l'épisode 2 si vous ne l'avez pas écouté. Et vous avez le lien ici, il suffit de cliquer. Jusqu'ici. Merde, c'est pas visuel, merde. Dans son œuvre Kaidan, donc il rassemble des légendes de yokai différentes. Il parle de la loco-locubi. Et lui, il a une version extrêmement précise. C'est un ancien samouraï qui est devenu bonze, qui est en train de traverser une forêt. Là, on rencontre un bûcheron, encore un bûcheron. Retour l'épisode de la Yuki Onna, il aime bien les bûcherons visiblement. L'arrête et lui propose de l'héberger en lui disant que la forêt est très dangereuse et qu'il vaut mieux qu'il s'arrête à sa maison. Donc le bonze va dans la maison de ce bûcheron, il accepte l'offre, passe la nuit là, et en fait, la nuit, il va dans le salon, il découvre des corps sans tête. C'est agréable. C'est agréable, n'est-ce pas? Et en fait, les têtes sont en train de voler. D'accord. Et l'attaque sauvagement. En essayant de le mordre. En essayant de le mordre pour visiblement le vider de son sang. Et là, auditeur attentif, Mathieu, es-tu attentif? Je suis attentif. Tu t'es déjà rendu compte que ça n'a rien à voir avec la version qu'on a racontée avant, puisque la tête se détache du corps. Ouais, il est pas retenu. Mais t'as déjà deux versions. Ça me choque pas, quoi. Moi, ce qui me choque, c'est que là, elle lâche pas de l'huile, quoi. Elle lâche pas de l'huile. Visiblement, c'est plutôt du sang. Ouais. Encore une autre version, si vous ouvrez le dictionnaire des yokai de Shigeru Mizuki, donc le fameux qu'on cite souvent, à l'onglet Loco-Locubi, là, vous allez voir encore une autre histoire qui a tellement rien à voir que c'est magique. Donc, il y a deux petites histoires. Dans la première, la Loco-Locubi aspire la force vitale d'un cheval par son postérieur. Ça me rappelle... Oui. Ça me rappelle une histoire de kappa, ça. Oui, effectivement. Le kappa, en fait, il aspire son âme. Par le cul. Oui, par le cul. Ouais, excusez-moi, Jean de Banque Compagnie. Une boule qui est ton âme. C'est ça. Du coup, là, dans cette version-là, la loco-locubi, c'est ça qu'elle aspirerait. Et un cheval aussi, bon, d'accord, pourquoi pas. Et dans l'autre, elle se contente d'allonger sa tête, mais il y a un moine qui est pas très content de la voir. Il récite des sutras pour l'exorciser, visiblement, ou pour la calmer au moins. Autre époque, autre mœurs. C'est marrant parce que je pourrais y voir une comparaison avec ce qui se passe dans Sekiro. Mais ça spoilerait. Tu sais quoi, je vais te faire un jingle. Ça spoilerait. Sautez combien 10 secondes, 20 secondes en avant si vous voulez pas être spoilé de Sekiro. Allez, 15 secondes. 15 secondes, attention, Mathieu, start.
Alors, dans Sekiro, l'immortalité, il y a plusieurs types d'immortalité. Il y en a un, c'est des vers, une espèce de 1000 pattes géant qui est dans le corps de la personne. Et effectivement, elle sort par le cou. Si on va plus loin et que la tête suit, oui. ça ferait une sorte de... De l'Okolokubi. Exactement. Avec un ver au lieu du cou. Moi, ça me fait penser au Goa'uld dans Stargate. Sinon, vous avez le ver solitaire, qui est pas mal. Il y a des belles images si vous tapez ça sur Google. Non. Bon, trêve de Sekiro, ça va devenir une expression. Donc, différentes versions, différents types de l'Okolokubi. Et en fait, je me suis rendu compte que vous aviez dans les l'Okolokubi 2 types de l'Okolokubi. Vous avez les Nukekubi et les Nobikubi. Et là, je vois qu'il y a une super illustration. Elle est pas mal, cette illustration, ouais. Je l'aime bien. Hein. Il faudra la mettre sur le site. Absolument, moi je l'adore. C'est très parlant, encore une fois. Nukekubi, donc le cou sans cou en fait. Et Nobikubi, donc le cou qui s'allonge. Donc vous avez les l'Okolokubi dont le cou s'allonge, donc la première version de l'épisode, et celle dont le cou se coupe en 2, donc la version qu'on a vue avec Koizumi Yakumo, qui a priori sont un petit peu moins sympas. Bon, ça a l'air très compliqué tout ça. Et je fais les recherches en plusieurs langues à chaque fois, ouais. Parce que justement, des fois on a des surprises de la façon dont sont interprétés les yokai en dehors du Japon. Je sais plus, c'est à l'épisode précédent, je crois qu'on avait carrément une incohérence. Il y a une incohérence énorme, puisqu'au Japon, on considère que le Nukekubi et le Nobikubi, ce sont donc des l'Okolokubi, et en fait, en dehors du Japon, on considère que ce sont carrément 2 yokai complètement différents. Pourquoi pas ? Mais quand même, celui qui suce le sang, ça fait beaucoup penser à des vampires, quoi, finalement. Complètement. Du coup, le Nukekubi, donc celui dont la tête se sépare, qui visiblement est un petit peu moins sympa que celui dont le cou s'allonge, c'est très très semblable au mythe occidental vampirique, donc du coup, la nuit, la tête se détache du corps et en fait, il vous court après pour vous sucer le sang. Visiblement, souvent pour vous tuer aussi. Il est vraiment pas cool. Si jamais vous voyez une tête volée sans cou, vaut mieux courir. Déjà, appelez-nous, oui. Et puis courez après. Ouais. Alors, ils vous sucent le sang, mais des fois, ils vous font juste des farces. Hein. Donc, ça dépend peut-être de l'humeur, je sais pas. S'ils ont faim ou pas, quoi. S'ils ont faim ou pas, sans doute. Un peu comme les loups. Un loup, c'est cool, mais dès que ça a faim, c'est moins cool. Ouais, moi aussi, quand j'ai faim, je suis pas... Ouais, ça, je peux comprendre, j'en connais d'autres comme ça. Mais je ne citerai pas de nom. Alors, il a un point faible, ce Nukekubi, même s'il est pas très sympa. Comme son corps est séparé de sa tête, si jamais vous trouvez ce fameux corps, il vous suffira de le cacher ou de le mettre à un endroit différent, puisqu'il ne bouge pas quand la tête est partie. Et en fait, la tête ne retrouvera jamais l'endroit où vous avez bougé son corps. Elle va systématiquement revenir à l'endroit où elle a laissé son corps. Et du coup, elle le retrouve pas. En ce moment, je suis en train de me refaire les One Piece. Ouais. Parce que ça faisait 15 ans ou 10 ans que j'avais pas lu. Donc t'es un peu en retard. C'est comme si je redécouvrais. En fait. Ouais. Je m'étais arrêté au tome 40, mais comme tout le monde le sait, quand on arrive au Japon, on arrête de lire les mangas. C'est vrai. je sais pas pourquoi, mais c'est complètement vrai. Et du coup, je m'y suis remis là. Un des premiers pirates Luffy affronte peut se décomposer en plein de morceaux. Ah. Et donc la tête, des fois, il la fait partir sans le corps et ça fait penser un peu à cette version-là. Quoi. Ouais, du coup. Et du coup, ce que fait Luffy, c'est qu'il lui donne un coup de pied dans les parties et la tête tombe par terre. Ah, mais là, la tête est connectée. La tête, elle est connectée aux sensations du corps. Ah. Du coup, ouais, c'est un petit peu la même chose, effectivement. Mais alors, si jamais vous avez besoin de vous en débarrasser, il vous suffit de détruire le corps. Visiblement, ça détruit aussi la tête. En le brûlant, j'imagine. En le brûlant, oui. Enfin, je vois que ça pour détruire à l'acide. À l'acide. On vous fera une petite liste de comment se débarrasser d'un corps, voilà. histoire de pas du tout se faire flipper. Il y a Breaking Bad qui montre ça aussi, ouais. C'est pas trop mal. Et donc le Nukekubi, on le considère souvent comme un Onryo, donc un fantôme vengeur. Retour à l'épisode 0. Quelqu'un qui en fait est habité par la rage, dont l'âme persiste sur Terre alors qu'elle devrait partir au paradis ou ailleurs, ma foi. Ce L'Okolokubi de type Nuke, donc dont la tête se détache, on trouve de nombreuses références littéraires à propos de celui-là. Elles ont des fois un nom différent, ou alors elles exploitent pas tous ses pouvoirs, ou elles considèrent qu'elles ont pas les mêmes pouvoirs. Enfin, c'est un peu fouillis. Comme on remonte à des histoires qui ont 200, 300, 400 ans, forcément, vous avez des petites incohérences. À l'époque Edo, il y avait des recueils de légendes qui avaient énormément de succès, et la thématique de cette femme sans tête, ça marchait du tonnerre. Tu me demandes bien pourquoi. Parmi les histoires qu'on racontait pour se faire peur, celle-là en particulier, ça marchait vraiment super bien. Ça fait un peu écho à notre Dame Blanche d'aujourd'hui. Ouais, complètement. Je comprends plus que tu puisses croire ou que tu vois une Dame Blanche, que tu vois une tête sans corps. À l'époque, ils n'avaient pas le niveau de science qu'on a aujourd'hui, donc il y avait plein de choses inexpliquées qui étaient acceptées, je pense. Ou considérées comme de la magie, alors que maintenant on pourrait parfaitement l'expliquer. Sachant que même avec la science qu'on a aujourd'hui, on croit encore que la Terre est plate. On croit, pas moi. Moi non plus, mais... Ou que nous sommes des lézards sur Terre, des reptiliens. Ouais. Ah, ça c'est peut-être un peu plus vrai. Mais... Ah, tu crois? Ah, je ne dirais rien. Pour notre hors-série spéciale reptilien. Voilà. Faut trouver un reptilien yokai et puis on traitera de ça. Je suis traumatisée par cet épisode de V où il retire un bout de peau. Ouais. Et en dessous, c'est de la peau de reptile. Ah ben. Traumatisée par ça. C'est un documentaire en fait. Hein. C'est pas une fiction. Moi, il paraît que je suis un peu reptilienne parce que je prends des bains très très chauds. Ah, moi aussi. Bon, on a... Mince, je me suis vendu.
Mince alors. Zut, on s'est fait avoir. À l'époque, on disait d'ailleurs que ces fantômes se reconnaissaient parfaitement, même la journée, grâce à des marques, notamment un trait rouge le long du cou, qui marquerait en fait l'endroit où la tête se séparait du corps. Donc à l'époque, il était pas bon de faire des suçons. Hein. Bah encore une fois, peut-être que... Ouais, il y a peut-être un lien. Du coup, il y a carrément une bourgade à Yoshinoyama, je pense que tu connais, toi qui es amateur de photos. Et le Japon, malheureusement, qualité de salariman que je suis, pas beaucoup T'as pas voyagé. beaucoup, hein. mais c'est près de Kyoto. C'est la colline au Sansakura, je crois, ou quelque chose comme ça. J'aimerais bien y aller. Qui est couverte, c'est très joli, très très joli. Du coup, apparemment, là-bas, il y a une bourgade de Yoshinoyama où tous les enfants portent des foulards pour cacher une marque rouge sur le cou. Encore aujourd'hui? Bah, c'est ce qui se dit. Il faut aller là-bas, il faut aller Il faut aller investiguer. là-bas. Et alors, 2 types de yokai, Oui. mais accrochez-vous parce qu'il y a un 3e type de Lokulokubi. Ça ne s'arrête jamais. C'est la rencontre du 3e type. C'est la rencontre du 3e type, tu vois. Mon Dieu. Et alors là, c'est un chercheur du monde yokai sur internet qui s'appelle Ascado, qui en fait affirme que les personnes décapitées, donc de type Onryo, donc celles qui auraient gardé beaucoup de ressentiments en elles, D'accord. partiraient à la recherche de leur tête. Ça devait être un sacré bazar pendant la Révolution en T'imagines France. Hein. Oh là là, oh, ce serait 1789, très bonne année pour les yokai en France. Voilà, vous savez. Nioh, le DLC de Nioh doit se passer en France. Ça doit être ça. Et donc, une légende connue associée à Smith, c'est celle de Tairano Masakado, qui était un seigneur de guerre. On trouve sa tombe en fait dans l'actuel Otemachi, donc que tu dois connaître aussi, Oui. en plein centre de Tokyo, Ouais. près de Tokyo Station. Et il a été assassiné durant ce qu'on appelle la révolte de Tangyo, à l'ère Heian. Donc Heian, c'est avant Edo. Hein. C'est lui en fait qui menait la révolte. Il a été décapité parce qu'il a perdu, pour montrer l'exemple. Et en fait, foudrage, il est parti à la charge de sa tête. Mais alors accroche-toi bien parce qu'il est parti de la mer intérieure, à Seduochi. D'accord. Et il est arrivé jusqu'à Otemachi. De fatigue à Otemachi, il s'est effondré et c'est là qu'on a mis sa tombe. Mais il a pas retrouvé sa Il tête. a pas retrouvé sa tête. Donc sa tête rôde quelque part. Peut-être encore. que sa tête, peut-être que ce soir, quand tu repartiras, tu croiseras la tête. Et c'est marrant parce que quand même ces histoires de chevaliers sans tête, on a beaucoup ça en Occident aussi. On a beaucoup ça en Occident aussi, c'est vrai. Même si nous, on l'associe pas forcément à un type de yokai particulier, c'est juste que ouais, le chevalier dont on a coupé la tête, en général, revient à la vie. Il cherche pas sa tête, en général, non? Non, en général, il l'a même avec lui. Il l'a mis avec lui, puis c'est surtout à toi qui vient de péter la gueule. C'est le film c'est Sleepy Hollow, un truc comme ça. Ouais. Et pour en revenir à notre yokai plus sympa, donc la Nobikubi Lokulokubi, Là, Vas-y. non, jamais. jamais. Je préfère les chaussettes de l'archiduchesse. Donc, notre yokai dont le cou s'allonge, eh bien, elle est beaucoup moins démoniaque, voire pas forcément, même pas facétieuse, elle vous fait même pas forcément de blague, c'est juste qu'elle adore lécher l'huile des lampes. Ouais, mais en léchant l'huile de lampe, elle peut renverser du feu un peu partout quand même. Je pense que c'est pour ça qu'elle se fait virer. Parce que souvent, dans les légendes, en fait, elle est engagée en tant que servante dans une maisonnée, et du coup, c'est patron ou un des maîtres qui découvre qu'elle est en train de lécher, lécher de l'huile de lampe. Bon, déjà, ça doit être une vision un petit peu étrange quand même. Une tête au bout d'un coup de... Qui lèche une huile dans Qui de lèche lampe. de l'huile. Ça doit pas être très bon. Hein. Bon, c'est un yokai, hein, chacun ses goûts, Ah moi bah je le oui, juge pas. ça. Et on finit de s'apercevoir de sa présence quand le stock d'huile de lampe baisse drastiquement. Donc voilà, c'est la seule chose qu'elle fait. C'est pas très nocif. Pas très nocif, On l'aime bien. on l'aime On bien. préfère celle-là. Elle vous coûtera peut-être un peu cher. Donc ça veut dire celle qui a un coup est forcément gentille. Dans les légendes, en tout cas, c'est souvent comme ça qu'elle est représentée. D'accord. Très rarement, je l'ai vue tuer ou agresser quelqu'un quand c'était dans les versions traditionnelles. J'entends. Ouais. Dans les versions traditionnelles, celle dont le cou s'allonge, ok, safe. Parce que dans Nioh, c'est des coups qui s'allongent. Ah, des coups. Ouais. Ok, j'ai entendu couille. Il y a peut-être un yokai. Alors il y a les grosses couilles, c'est le Tanuki. c'est le tanuki, mais elle s'allonge pas forcément en fait. Puis le Donc, gentil, le tanuki. Ouais, Il porte j'imagine bonheur. qu'il est cool. Hein. J'aimerais bien retrouver mon pote d'ailleurs. T'avais Celui un qui était- tanuki, Celui qui était venu au pied de ma porte. Carrément. Au 3e Je étage. t'avais raconté. Non Non, au pied de la porte en bas. Non, pas au 3e étage. Ah oui, parce que 3e étage, ça aurait été un sacré signe. Hein. toquer à la porte. Ouais. Bonjour. Ah bah il t'a porté bonheur Je alors. viens vous porter bonheur. Ça fera 500 yens. Je dois faire vivre ma famille. Sacré tanuki, quoi. Comment on s'en débarrasse? Bien que celle avec le cou, à la limite, on s'en fiche. Elle est gentille, elle est pas, Mais alors les méchante. têtes qui volent. Bon, admettons ceux dont la tête se sépare. Bon, on vous l'a dit avant, le secret, c'est de retrouver le corps. Alors, c'est un peu compliqué si la tête est en train de vous courir après, mais c'est le truc à faire. Vous retrouvez le corps et vous le cachez si vous voulez juste vous en débarrasser. Ou si vraiment, plus jamais avoir affaire à lui, vous détruisez le corps. Donc là, le feu, l'acide, le jeter d'une falaise, ça peut être aussi. Après, il risque d'être tout plat et quand même remarché. Hein. Donc, Après, voilà. Donc, sinon, pour les affaiblir, des sutras bouddhiques, ça peut suffire. Donc, il faut réviser un peu votre prononciation, votre aum, et lire des sutras bouddhiques. Et visiblement, ça peut au moins le calmer si jamais il vous agresse. c'est intéressant ça, parce que les yokai, je me trompe peut-être en disant ça, mais c'est quand même une très très shinto comme concept. Ouais. Et que du bouddhisme puisse contrer du shinto, je trouve Alors, ça. bouddhiste Shinto, donc Shinto, la religion traditionnelle japonaise, c'est-à-dire qui est née au Japon, enfin religion entre très gros guillemets, n'est exercée que au Japon. Et du coup, le bouddhisme vient de Chine. Enfin, il est venu par la Chine, Par la Chine, ouais. notamment au travers des œuvres d'art. Et les deux, en fait, étaient symbiotes à l'époque. Et du coup, la plupart des yokai, en général, effectivement, sont associés au Shinto. Mais celui-là, il est vrai, a beaucoup de références au bouddhisme par rapport à d'autres.
Juste pour information, hein, alors c'est des chiffres un peu vieux, sur 126 millions de Japonais, il y a 80 millions de bouddhistes et 80 millions de shintoïstes. Vous faites les calculs. Donc forcément, il y en a qui font les deux. Mais on se déclare facilement adepte de plusieurs religions. Elles se rejettent pas les unes les autres en fait. On se marie shinto et on enterre bouddhiste. Oui. Je crois que c'est ça. Et c'est vrai dans beaucoup de cas. Dans beaucoup de cas. Et ils ont été séparés que à l'ère Meiji, les religions. Et avant ça, tous les temples en général étaient soit à la fois shinto et bouddhiste, soit l'un ou l'autre. Mais il y avait vraiment aucun problème de cohabitation. Alors, parce que tu as le sanctuaire et le temple. Oui. Oui, pardon. Abus de langage. À la base, quand même une utilité différente. Oui. Mais c'est vrai que par exemple, tu vas à Nezu. À Nezu, tu as un temple qui est entouré du sanctuaire. Nezu Jinja. C'est ça, oui. Donc le temple Nezu. T'as le temple au milieu, qui est un temple bouddhiste. Et le sanctuaire, mais par contre, le sanctuaire fait le tour. Donc c'est mélangé, les deux sont mélangés. Voilà, donc c'était l'interlude religion au Japon. Ça a été séparé à l'ère Edo et depuis ils ont essayé, autant que faire se peut, de séparer les sanctuaires et les temples, mais ça n'a pas toujours marché. Il y a beaucoup de temples où vous verrez des signes bouddhistes et des signes shinto mélangés, c'est vraiment pas un problème. Donc voilà pour l'interlude religion au Japon. Mais les sutras bouddhistes, donc cette fois-ci pas shinto, les sutras bouddhistes pourraient calmer les lokurokubi. On a vu depuis le début que chaque yokai avait une provenance dans le Japon. Par exemple, la Kuchi-onna, on l'avait vu... Kuchisake-onna. Par exemple, la Kuchisake-onna, on l'avait vu Kyoto, non? Ou je ne sais plus dans quelle ville. À Gifu. À Gifu. Donc il y avait tout un culte de la Kuchisake-onna Noko là-bas. Le parapluie, on n'avait pas tellement trouvé de... Non, on ne savait pas trop. C'était des œuvres d'art, il n'y avait pas de légende écrite, donc ça pourrait venir d'ailleurs aussi. La Yuki-onna, c'était partout où il y a de la neige. Voilà. Et alors du coup, celle-là. Celle-là ou elle celui-là. n'a pas de nom. Celle-là. Celle dont on ne prononçait pas le nom. Voilà. Eh bien, on vient de parler bouddhisme et shinto, et bien visiblement, il y a une explication, puisque ses origines seraient chinoises et non pas japonaises. Elle ferait partie, en fait, des choses qu'on a importées en important des œuvres d'art de Chine, puisqu'à l'époque, il y avait énormément de commerce, en fait, entre la Chine et le Japon, notamment en termes d'art. Pour ceux qui savent pas, mais l'écriture japonaise vient de Chine de cette époque, d'ailleurs. Et dans le monde entier, des histoires et des légendes de femmes, ou d'hommes, d'ailleurs, dont la tête s'envole pour vous tuer, il y en a énormément. On en retrouve en Malaisie, on en retrouve aussi au Pérou. Mais entre autres, c'est vrai que les similitudes avec les histoires de Chine sont très très troublantes. En Chine, on parle de Hitōban, et c'est un monstre qui la nuit, en fait, voit sa tête se séparer de son corps, donc jusque-là, c'est quand même relativement standard. Hein. Tout va bien. Et en fait, elle s'envole en tourbillonnant. Bon, là, il y a une petite différence. Comme un tire-bouchon. Comme un tire-bouchon, exactement. Donc ces têtes volantes chinoises, elles sont caractérisées entre autres par l'absence de pupilles dans les yeux, et il arrive que quelquefois, avant de retrouver leur corps, en fait, elles sont emportées par le vent loin dans la nuit, en particulier près de la mer, et que du coup, elles retrouvent jamais leur corps. Donc c'est des têtes légères. C'est des têtes légères. Pas être très intelligent. Et pour les identifier, eh bien, on pourrait par exemple retrouver la journée une cicatrice rouge le long du cou. Ça me rappelle, quand j'étais petit, on avait le satellite, je vivais en Angola à l'époque, et mon père regardait un film d'horreur chinois. Il y avait du coup un homme avec le cou qui s'allongeait comme ça. Sauf qu'il n'y avait pas que le cou qui s'allongeait. À un moment donné, il tire la langue, et sa langue s'allonge, et elle rentre dans la bouche d'un des mecs, et elle va toucher son cœur, et elle le tue comme ça. Et ça m'a traumatisé. Bah, ça pourrait être un hobby. Mais je pense que ça en était un, puisque c'était un conte chinois. Mais... Par contre, le cou qui s'allonge, c'est une spécificité japonaise. D'accord. Donc peut-être qu'il y a eu double imprégnation de la légende. Mais donc visiblement, l'origine en tout cas de base, ce serait plutôt chinois que japonais. Et ça expliquerait pourquoi ce sont des sutras bouddhistes qu'il faut utiliser pour la calmer et non pas quelque chose de shinto. Alors en cherchant les origines, j'ai trouvé encore d'autres versions où cette fois, en fait, ce serait une malédiction de devenir une lokurokubi. Une malédiction qui toucherait les femmes infidèles ou les femmes de mari infidèles. Une justice cosmique un petit peu spéciale quand même. Écoute, de toute façon, c'est des hommes. Voilà, donc ils ont raison, c'est ça. Donc une sorte, je sais pas, d'avertissement. Moi, ça me fait encore penser à la légende du petit chaperon rouge pour faire peur aux petites filles pour pas qu'elles aillent dans la forêt. Là, on raconterait peut-être ça aux petites filles pour pas qu'elles trompent leur mari plus tard, pas qu'elles soient infidèles avec quelqu'un d'autre. Il faut faire attention quand on raconte des histoires, parce que moi, si j'avais été une petite fille comme me raconte chaperon rouge, on comprendrait juste qu'il faut pas s'habiller en rouge. Ah bon. Bon, moi, ça m'a un petit peu fait penser à une légende moralisatrice, plus qu'une légende vraiment pour se faire peur. On en a parlé un petit peu avant, mais en plus des estampes, il y avait à l'époque aussi des histoires écrites dans des recueils de légendes. Bon, à l'époque, on adorait se faire peur, comme aujourd'hui, on n'a pas trop changé en termes d'humanité. Et elle y côtoyait des grands noms du genre, comme le tofu kozo. Tu le connaissais, celui-là? Bah, c'est un tofu qui se prenait pour un bonze, c'est ça? Non, c'est juste un bonze qui porte du tofu. Ah, j'y étais presque. T'étais pas loin, T'avais les mots clés, mais c'était pas dans le bon sens. Pas dans le bon sens.
Donc c'est un yokai qui D'accord. est un bonze qui porte du tofu devant lui. D'accord. Voilà, fin de l'histoire. Et est-ce qu'il t'étouffe en te mettant du tofu dans la bouche Non, même pas. Hein. Même pas. C'est vraiment juste... C'est un yokai pratique si t'as Petit creux. un restaurant de tofu, quoi. Ta matière première, elle est gratuite. Ou alors de kakuyasu, tu sais, la livraison de snacks et de boissons. Ça peut être ça aussi. Dans tous les cas, tofu à volonté gratuit. Moi, j'adore le tofu. Tout en Ça me business, va. là. C'est cool. D'autres yokai, comme celui qui n'avait qu'un œil, par exemple. Et en fait, à l'époque, ça se collectionnait comme les Pokémon. Donc du coup, vous aviez vos estampes ou vos recueils de légendes. C'est un peu les cartes Panini. C'était les cartes Panini, voilà. Il fallait que vous l'époque. cochiez tous vos yokai à l'époque. Alors j'ai continué à farfouiller parce que moi, je suis jamais repu quand il s'agit de yokai. T'aurais dû faire journaliste. J'aurais dû faire journaliste. J'ai raté ma carrière. Ah bah, il est jamais trop tard. Hein. Bon, pour l'instant, j'en suis au yokai. Restant au yokai, j'ai trouvé des gens qui mentionnaient la lokulokubi comme étant une maladie. Et là, on s'éloigne complètement du yokai pour le coup. Ça m'a fait penser, alors je sais pas si t'as entendu parler, à la porphyrie. Non. La porphyrie, c'est une maladie qui était associée au vampirisme en Europe. D'accord. Où en fait, t'as les gencives qui se rétractent, ta peau devient très pâle, tu peux plus aller au soleil, etc., etc. Et donc, tu peux vite voir la corrélation avec le mythe vampirique. Donc, a priori, ce serait une des origines, entre autres, de ce mythe-là. Bah, du coup, ça m'a fait penser à ça. Peut-être qu'à l'époque, il y a une maladie qui faisait, je sais pas, allonger ton cou, que les gens l'ont confondu. Peut-être que c'était tribu de je ne sais plus quel endroit qui mettait des anneaux autour du cou pour s'allonger le cou Mais ils le font encore. et qui le font encore. Ils le font et encore. donc une de ces personnes s'est perdue en Chine et ils l'ont vue. Et tac. Et elle a attrapé la maladie de la porphyrie. Et donc le mix. Alors, ça s'attrape pas la porphyrie, c'est congénital. Mais. C'est oui. congénital. Ouais. Peut-être, voilà, un porphyrique qui avait le long cou et hop, tu fais une nouvelle légende comme ça, clac, en claquant des doigts. Bon, alors cette maladie, eh ben, ce serait des jeunes femmes dont le cœur trop tendre les pousserait à chercher eau et nourriture et donc à étendre son cou. D'accord. Ouais, Pourquoi c'est pas. dubitation, je suis dubitation Mhm. personnellement. Ou alors, métaphore, et on en revient à ce qu'on disait au début de l'émission, mais peut-être que ça faisait référence au caractère bavard et curieux, un peu commère des femmes de l'époque. Et que du coup, on aurait représenté des corps avec des coups immenses, comme s'ils allaient chercher le cancan Ah, pour aller d'accord. le répéter. Dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Effectivement, ça peut être une belle caricature. À l'époque, quand il faisait ses dessins et quand il racontait ses légendes, est-ce qu'ils étaient sérieux? Est-ce que c'était une façon de caricaturer Ouais. les femmes? C'est un peu compliqué de retrouver. C'est souvent un truc que je me dis quand les archéologues du futur verront nos logs Line, WhatsApp, Nos gifs. ils comprendront rien, quoi. Ils se diront, mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi. fous, ils étaient fous. On cherche des références à la lokulokubi, on parle souvent de, attention, on est reparti en podcast anglophone, out of body experience. Ah, J'ai pas trouvé de terme français 100% avéré en fait, donc bah, une expérience de décorporation. décorporation, ouais, moi j'ai trouvé sortie de corps, enfin il n'y a pas de terme scientifique afféré à ça, mais du coup c'est quand vous avez l'impression que votre âme ou Le voyage que astral. votre voilà, voyage astral, que votre esprit, on en parle souvent en Europe, c'est quand on approche de la mort, visiblement ça arrive aux gens. Donc vous avez l'impression, ou vous, on sait pas, vous sortez de votre corps et vous voyez en fait les choses d'un point de vue à troisième personne. Ouais, ou sinon, c'est quand tu fais un voyage chamanique et que tu rencontres ton animal totem. Et pourquoi? La tête, souvent associée à l'âme ou à l'esprit de l'humain. Et donc, en disant que votre tête se détache de votre corps, eh ben, ça te fait penser, justement, tu le disais, à une espèce de voyage astral, finalement. Mhm. Ton âme qui voyage en dehors de ton corps. Et certains témoignent même que lorsqu'ils ont vu les têtes, ils ont vu une sorte de fumée autour. Moi, je trouve que ça épaissit juste le mystère, mais... Ça me fait penser un peu au fumée plus tête. Ce à quoi ça me fait penser, c'est pas vraiment du yokai, c'est une sorte de représentation d'un esprit. Mais du coup, ouais, ça me faisait un peu penser à ça aussi, On le ouais, voit au en feu France aussi, follet. ça. Il suffit visiblement d'aller dans un cimetière quand il y a eu un enterrement il y a pas longtemps. Vous Ouais. verrez des feux follets. Et tu le vois. Je ne le recommande pas, ne faites pas ça, c'est illégal de toute façon. En explorant cette piste de la out-of-body experience, j'ai trouvé qu'en fait, il y avait des études scientifiques qui avaient été réalisées il y a pas longtemps. Il y a des bouquins qui sont sortis. Il y a des gens qui pensent que c'est vraiment... La légende de la lokulokubi, c'est vraiment des gens qui ont fait des out-of-body experience, donc qui sont sortis de leur propre corps et qui ont eu l'impression que leur tête était détachée de leur corps et qu'en fait, c'est juste qu'ils étaient sortis techniquement de leur enveloppe corporelle. Autre hypothèse qui serait rapprochée au lokulokubi, le somnambulisme, qui peut-être, on en parlait un peu plus tôt, serait une maladie qui à l'époque n'était pas du tout expliquée ni explicable et qui en fait faisait peur aux gens à tel point qu'ils avaient l'impression que ton esprit sortait de ton corps, alors qu'en fait c'était le corps qui était devant toi. Ouais. T'imagines les somnambules, on les représente souvent en train de marcher sur un fil. Lokulokubi qui marche sur son propre cou. C'est pas mal, quoi. La boucle est bouclée. Il y a un dessin à faire. Il y a un dessin à faire. Avis aux illustrateurs. 10 mètres de cou, il y a de quoi marcher dessus. Voilà. Allez-y, c'est parti. Donc une légende qui viendrait de l'incompréhension d'un symptôme qui est désormais bien connu, le somnambulisme. Enfin, autre piste, dernière, parce que franchement elle est complètement farfelue, mais moi ça m'a fait penser au syndrome d'Alice au Pays des Merveilles. Est-ce que tu connais le syndrome d'Alice au Pays des Merveilles? Pas du tout. C'est un syndrome, un trouble de perception en fait, qui fait que tu as l'impression que des membres de ton propre corps s'allongent, deviennent énormes, ou au contraire sont très petits. Oh, j'ai une super expérience pour faire ça. Quoi? Allongez-vous sur le sol, proche d'une chaise, Ouais. vous vous allongez sur le ventre et vous mettez... Merde. Vous met- le micro partait avec mes bras. Vous mettez vos mains le plus haut sur la chaise et vous tirez comme ça vers le haut et vous faites ça pendant 1 minute. Et après, vous laissez retomber vos mains
Tout ça les yeux fermés, évidemment. Vous laissez retomber vos mains Ouais. et vous sentez juste ce qui se passe dans vos bras. Et à un moment donné, vous allez avoir l'impression qu'il passe à travers le sol. En fait, je pense que comme tu forces vers le haut... Ah oui, ton repère ton spatial. repère est différent quand tu les fais redescendre. T'as l'impression qu'il passe à travers le sol et qu'il s'allonge. Voilà. Donc une façon d'expérimenter le syndrome d'Alice au Pays des Merveilles. Voilà. L'impression que vos membres s'allongent, et pourquoi pas quelqu'un qui, à l'époque, était atteint de ce syndrome, qui aurait eu l'impression que son propre cou s'allongeait et qui aurait été le répété par bons et par vos. Alors, j'ai pas cette expérience pour le coup, par contre. Ah, pour avoir l'impression que ton cou s'allonge. Alors, ça, j'ai pas trop. Si quelqu'un l'a, on attend vos conseils. Donc à présent, on va voir les différentes représentations populaires, je dirais, de la Rokurokubi alors du coup. Et donc c'est là où je voulais placer Sekiro, parce que dans Sekiro, il y en a pas. Voilà. Par contre, par opposition complète, il y a des sans têtes. Voilà, il y a des corps sans tête, mais il n'y a pas la tête. Peut-être qu'elles donc sont il y a toutes une en train moitié de de Rokurokubi. Tu crois que c'est comme les chaussettes dans la machine à laver, elles sont toutes quelque part Ils dans sont un peut-être monde. perdus 5 mini-boss sans tête. Ce sont des anciens guerriers qui sont tombés au combat. Et que quand on les tue, on a des objets spéciaux. Mention honorable à Mathieu qui a réussi à placer Sekiro pour dire qu'il n'y avait pas de yokai dedans. Bravo. C'est pas mal, hein. C'était magique. Mais c'est des sortes de yurei, par contre, qui t'infligent le statut de terreur. Oui. Et quand la barre terreur est au maximum, tu meurs. Oui, mais ce ne sont pas des Rokurokubi. Non. Voilà. Merci Voilà. pour ce moment, Mathieu. De rien. C'était plus difficile à trouver parce qu'elle se cache bien. Moi, j'ai pas trouvé dans les jeux vidéo d'occurrence. On va commencer par le plus connu. Nioh, j'ai fini le jeu canonique. Enfin, le jeu canonique, le jeu de base. J'ai pas fait les DLC. Donc, je n'avais pas rencontré. Ah. Mais en faisant quelques recherches, dans le DLC Dragon of the North, petite mention à Game of Thrones, il y a effectivement, donc c'est des hommes, c'est des soldats qui ont le cou qui s'allonge et la tête au bout, en fait. Typiquement des Rokurokubi. Sauf qu'avec le cou, normalement, ils sont pas agressifs. Alors que là, ils le sont. Une digression moderne. Voilà. Donc on en retrouve dans Nioh. Il y a eu 2 DLC pour Nioh, donc j'imagine qu'il y a plein de nouveaux yokai dans les deux. Au final, Nioh, c'est vraiment un jeu à yokai. Hein. Tu te bats contre des soldats, mais tu te bats surtout contre des yokai. C'est encore les références qui ressemblent le plus en fait à la tradition yokai, quoi. Ouais. On peut le retrouver aussi dans, j'en avais parlé dans un épisode précédent, Megami Tensei. Donc pareil, c'est une femme, mais elle sourit, elle a l'air toute gentille. Elle a le cou qui fait une boucle et elle fait coucou de la main. Voilà. Ça, c'est tout. C'est tout. Donc forcément c'est un yokai. Du coup, là, elle a le cou long, mais elle est sympa. Elle est sympa, ouais. Après, comme c'est un Megami Tensei, tu peux l'avoir dans ton équipe et tu peux bourriner. Et j'imagine que pour l'avoir, il faut se battre contre elle avant. Elle est quand même pas hostile, mais elle sait se battre, quoi. Et en fait, je voulais en profiter. Effectivement, dans les jeux vidéo, c'est assez pauvre. Hein. On retrouve évidemment dans Yokai Watch, mais bon, on a dit qu'on le mentionnait plus. Du coup, on le fait. Et du coup, on le fait. Mais on le trouve aussi dans la série Touhou. T-O-U-H-O-U. Alors, ça fait plusieurs fois que je le vois passer quand je fais des recherches Yokai, mais j'en parle pas parce que c'est quand même un jeu assez obscur pour les gens qui sont pas dans le jeu vidéo. Mais là, je vais en profiter pour parler un peu plus de ce jeu qui moi-même je ne pratique pas des masses, je connais pas les experts du domaine s'exprimeraient mieux que moi, mais c'est juste pour dire que Touhou à la base c'est un dojin pardon, donc c'est-à-dire c'est une création amateur, c'est un jeu vidéo, c'est un danmaku. Un danmaku c'est un shoot 'em up mais avec des boulettes qui vont de partout et il y a tellement de boulettes à l'écran que si on connaît pas par cœur où il faut se placer, on meurt quoi en gros. Dans la tradition des shoot 'em up japonais en général. Voilà. Et donc il y a un personnage dans cette série qui s'appelle Sekibanki et qui est déclaré être un Rokurokubi. Mais alors par contre sa tête se détache, il a pas de long cou. Mais sa tête se détache, donc c'est un type nuké. Et c'est marrant parce que quand tu vas sur la page Wikipédia et que tu lis la partie sur Touhou justement, ils disent eux-mêmes que du coup il est plus semblable à un Nukekubi. Comme quoi il y a des gens qui l'ont quand même. Il y a des gens qui ont la distinction. Il y a une apparition aussi qui m'avait vachement marqué, c'est dans un film, cette fois c'est dans Misokusai. Oui, j'ai entendu parler, oui. C'est un passage fort de l'animé. Bon, toi t'as parlé jeux vidéo, une référence animée, mais ça reste quand même encore une fois un yokai extrêmement photogénique que vous avez dû voir dans des mangas il y a de nombreuses fois. Le plus connu que j'ai trouvé, c'est la tribu des Serpentins dans One Piece. Donc t'as évoqué One Piece pour autre chose. Oui. Je sais pas si t'es arrivé jusque là. Donc du coup c'est une tribu dont en fait ils ont un immense cou. Alors c'est pas, ils se rétractent pas et s'allongent pas le jour ou la nuit, c'est juste qu'il est tout le temps long. Il est tout le temps long. Mais les gens en fait trouvent que c'est une très bonne référence au Rokurokubi. Autre référence que peut-être certains connaissent. J'ai envie de dire, je suis étonné qu'on l'ait pas parlé avant, mais dans Naruto. C'est le nouvel empereur, c'est ça? Pas loin. Vous avez donc un personnage qu'on voit très tôt arriver qui s'appelle Orochimaru, dont un des pouvoirs est en fait de faire allonger entre autres son cou mais aussi ses autres membres. Et par contre, sa tête a une allure plus de serpent. Bah c'est ça en fait, c'est plus rapproché au serpent. Plus rapproché au serpent, ça pourrait évoquer ça pourrait l'évoquer, ouais. J'ai trouvé une autre référence à un manga que j'adore, même si j'ai pas lu cet arc et que toi aussi t'as lu du coup, qui est Gantz. Pour faire très très rapide, pour expliquer ce que c'est Gantz, c'est des gens qui sont morts.
C'est des gens qui sont morts et qui doivent se battre. On leur donne des cibles à tuer. Voilà, ils ressuscitent dans une Oui. salle avec une boule noire au milieu. Voilà. Et la boule noire leur donne des missions. Et leur dit, il faut aller tuer. En général, c'est ça. Il Voilà. faut aller tuer telle personne. Et le premier monstre qu'ils vont tuer, c'est un monstre qui mange des poireaux. Ah oui, il est incroyable. Voilà. C'est un seinen. Hein. C'est pas du tout à mettre entre toutes les mains. C'est très adulte. C'est très très gore. Autant par le dessin et ce qui se passe que par les thèmes abordés d'ailleurs. Ouais. C'est assez noir. Bon, donc du coup, il y a un arc de ce manga-là où en fait, ils doivent combattre une armée de yokai. Les 100 yokai. Dont la parade des 100 yokai. Et dans cette parade, eh bien, vous avez la Lokorokubi. Moi, je me souviens que du Tengu. Qui est très classe, on a regardé des images Ouais. juste avant. Et le patron, du coup, c'est le Nulahion, qui est un yokai absolument incroyable. En manga, il y a aussi, ou en animé, Oui. le fameux Rosario Cross Vampire, où apparemment il y a... Qui est notre nouvelle référence, c'est décidé. Voilà, des mangas. Où il y a Attends. un des étudiants qui est juste montré comme étant lui, quoi. Mais- Donc pour les mangas qui font peur, je sais pas dans Rosario, ça fait pas trop peur Rosario, non? Ah non, c'est un manga harem avec un mec, les nanas qui lui tournent autour. Passons à quelque chose d'un petit peu moins effrayant et beaucoup plus drôle. Lokurokubito Futakuchi Onna. Alors Futakuchi Onna, c'est un autre yokai. C'est l'histoire de deux yokai, donc la Lokurokubi et la Futakuchi Onna. Donc Futakuchi Onna, c'est le yokai qui a une bouche derrière la tête, D'accord. qui cohabitent ensemble. Et en fait, c'est des yankoma, donc c'est des trucs en 4 cases. Ouais. C'est super rigolo. D'accord. Là, ça exploite plutôt le caractère comique en fait d'avoir une personne qui a le cou qui s'allonge et une personne qui a une bouche derrière la tête en fait. Avoir deux Okolokubi qui vivent ensemble, ça peut être sympa aussi. Ils peuvent se faire des nœuds, Des nœuds entre les se coups. faire des croche-pieds, des trucs Ouais, comme ça existe peut-être, Ça va hein, être, ça va être sympa, quoi. Et une dernière référence que j'ai trouvée, un shoujo classique qui en fait raconte l'histoire d'une Lokurokubi qui tombe évidemment amoureuse et puis qui aura des soucis parce qu'elle a yokai. Un grand classique des shoujo au Japon. Donc l'histoire d'amour pour ouais. Embrasser quelqu'un après avoir léché de l'huile, ça doit avoir un sacré goût. Quand Ah, même. ça doit dégouiner. Donc ça, c'était pour les références où en fait vous pouvez voir des Lokurokubi, mais j'ai trouvé énormément de références où seul le nom est utilisé. D'accord. Comme vous avez pu le constater, c'est pas un nom qui est forcément facile à prononcer. Mhm. Donc je comprends pas pourquoi. Par exemple, on le retrouve dans un jeu qui s'appelle Sama, qui est un jeu de machine de guerre. Et vous avez une des armures de guerre qui s'appelle Lokurokubi, mais qui n'a pas de coup, dont la tête ne se détache pas. Enfin, j'ai vraiment Voilà, pas c'était saisi pour le fun. une référence peut-être à la Il y a Lokurokubi. peut-être un Lokurokubi qui a travaillé en développement sur le jeu et du coup, Du coup, paf, ils se sont dit, voilà, on va faire on- un hommage. on un fait une hommage. dédicace. Comme pour le Kalakasa, j'ai aussi retrouvé un groupe de musique du Texas qui s'appelle Lokurokubi et aussi une chanteuse d'Angleterre qui a choisi ce pseudonyme. Et alors pour avoir écouté certaines de ces musiques, c'est vrai que ça fait un petit peu mystique. Enfin, D'accord. si tu attaches le Lokurokubi à quelque chose d'onirique, de mystique, de magique, la musique effectivement fait un peu penser à ça. Comme on l'a dit, la Lokurokubi elle a un fort pouvoir de représentation, c'est-à-dire qu'on la met facilement dans des animés, des mangas. Bon, un peu moins dans des films parce que sur les vieux films de yokai, c'était pas forcément facile, je suppose, de faire le trucage où vous Ouais. avez le cou qui s'allonge. Mais en fait, bon, c'est pas compliqué de voir que comme à son apparence, c'est très très proche d'un humain, c'est beaucoup plus facile aussi de créer des ressorts scénaristiques d'histoires d'amour ou d'histoires qui font peur tout simplement avec ça. Tout de suite, dès que ça ressemble à l'humain, c'est quand même beaucoup plus simple. Mm. Et alors, tu l'évoquais tout à l'heure, mais dans la vie réelle, on peut retrouver quelque chose qui fait beaucoup penser effectivement au Lokurokubi. C'est une tribu en Thaïlande qui en fait est connue pour ses femmes au long cou, puisqu'il est rituel là-bas de mettre des anneaux de métal en fait sur le cou et d'en rajouter tous les 2 à 3 ans, un ou deux. Alors le cou de ces dames peut faire jusqu'à 30 cm. Mm. On est loin des 10 mètres, mais ça reste quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Moi, ce que j'avais lu sur ça, c'est assez cruel parce que du coup, elles sont condamnées à garder les anneaux. Parce que si elles les enlèvent, elles peuvent se tuer en se Alors, cassant le cou. apparemment, ça, c'est plutôt du mythe urbain. D'accord. Par contre, il est vrai que ça déforme leur cage thoracique et que D'accord. en fait, le poids des anneaux, c'est pas les anneaux, c'est le poids des Le anneaux poids des anneaux. qui fait que leur cou est comme ça à vie. Par contre, pour l'histoire vraiment pas très reluisante, c'est que c'est devenu leur source de revenus dans cette tribu parce que D'accord. les gens viennent là-bas pour voir les femmes au long cou et du coup, il y a une espèce de cercle vicieux qui s'est installé qui fait qu'elles continuent à perpétuer cette tradition pour attirer les touristes. Mais c'est quelque chose qui fait effectivement penser au Lokurokubi. Comme tu disais, la Thaïlande, c'est pas si loin de la Chine. Ouais. L'un dans l'autre, pourquoi Il y en pas. a une Bon, qui s'est après, peut-être perdue. c'est une tribu qui est vraiment reculée. Les femmes girafes, on les a. J'irai pas prononcer le nom de la tribu parce que j'ai pas envie de l'écorcher, mais du coup, c'est vraiment reculé dans la montagne. C'est aussi pour ça que c'est resté. Donc voilà pour une référence dans le monde réel. Du coup, Amandine, comme à chaque épisode, maintenant, ça va commencer à devenir le rituel. Ouais. L'œuvre du jour. L'œuvre du jour. Non, mais alors c'était un peu compliqué parce que même si elle est représentée dans beaucoup d'endroits, la Lokurokubi, j'ai pas trouvé d'œuvre, sauf ce manga un petit peu obscur de shoujo, qui était entièrement dédié à elle. Mhm. Donc ce que je vous ai trouvé, c'est une série de vidéos sur YouTube qui s'appelle Gacha Life. Et alors là, je sais pas si toi tu connais. Moi Je aussi, connais pas du tout. J'ai découvert un univers que je connaissais pas du tout. Alors pour faire un petit peu d'historique, quand on a créé l'émission et quand on a commencé à parler des œuvres du jour, moi je pensais qu'on s'arrêterait au film, livre, manga, enfin quelque chose d'assez classique. Ouais. Et en fait, plus on avance, plus on fait des recherches et plus on se rend compte que l'emprise des yokai, leur influence, influence. va vraiment beaucoup plus loin. Et je me suis dit que aborder quelque chose que toi et moi on connaissait pas, c'était aussi ouvrons-nous les yeux et élargissons nos horizons. Gacha Life en soi, c'est une application.
C'est une application gratuite d'une entreprise qui s'appelle Lumine Games et en fait qui vous permet de créer un petit personnage. Donc vous créez ce petit personnage, c'est pas japonais mais dans un style très très manga, donc avec des grands yeux. Ça fait un peu penser à ce qu'on appelle les chibi. Donc tu sais, la tête un petit peu plus grosse, chibi, machin. Donc tu peux tout personnaliser. Les cheveux, les yeux, les vêtements, un truc gratuit. C'est vraiment ouf à quel point tu peux personnaliser ton petit personnage. Et en fait, tu peux aussi le faire évoluer dans des univers, avec tu crées tes propres décors, tu lui fais faire des interactions avec les autres, etc., etc. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y avait une communauté très très active sur YouTube où les gens font deux types de vidéos. Soit ils se mettent, eux, c'est leur chibi, tu vois, comme s'ils te parlaient. D'accord. Ils vont vous dire les nouvelles de la chaîne en se représentant avec un chibi ouais. Et ils parlent à leur place. On est proche des youtubeurs virtuels. Là. Exactement, c'est vraiment ça. Hein. Aikizuna, qui est la plus connue. Et l'autre type de vidéo, c'est qu'ils mettent en scène des histoires. Et une de ces histoires, c'était celle de la Loco Locobi. D'accord. Donc ils ont créé un petit chibi avec un long cou. Ouais, enfin, c'est incroyable ce qu'ils font ces gens-là. Ils ont de la ressource. Moi, j'étais vraiment extrêmement surprise. Et tu trouves ça où? Sur YouTube? Sur YouTube. Ils postent tout sur YouTube. D'accord. Donc tapez Gacha Life. C'est en japonais par contre? Non, c'est une communauté anglaise. Anglaise, d'accord. C'est rigolo. Moi, j'ai trouvé ça vraiment fascinant. J'ai adoré. Donc cette vidéo-là en particulier, c'est un YouTuber qui s'appelle Jonathan Cheshire, un peu comme le chat là. Mm-hmm. Et en fait, elle a fait plus de 1,6 million de vues par vidéo, ce qui est énorme pour une petite vidéo comme ça. Et donc c'est l'histoire de la Loco Locobi en 4 parties. Donc il y en a que 3 qui sont publiées jusqu'à présent, mais c'est en 4 parties. Et c'est encore une nouvelle version. Donc, c'est lui qui l'a créé, je pense. Hein. Il l'a prise de nulle part. Il a fait son interprétation de la Loco Locobi. Il a mis un petit morceau d'un animé en introduction. Le décor il est asiatique. Bon, c'est un petit peu mélange Chine, Japon, etc. Et en fait, il a mis des petites bulles pour faire parler ses personnages, faire son histoire en fait de la Loco Locobi. Donc c'est encore un bûcheron qui se retrouve à dormir chez une jeune femme qui lui sert à manger du curry d'humain. Du curry d'humain. Ouais. D'accord. On est loin là quand même de... C'est vraiment sa propre interprétation, quoi. C'est vraiment complètement loin. Il a refait un background et tout. Donc du coup, ça se passe très bien. Ils sont très gentils au début, machin. Et la nuit, on découvre qu'elle va dans sa chambre parce qu'elle pense le tuer. Et là, elle le tue pas. Bon, je vous laisse découvrir la fin de l'histoire parce que... non, c'est vraiment mignon, c'est adorable. Moi, j'ai adoré. Donc on s'éloigne complètement de toutes les versions d'ailleurs du mythe qu'on vous a fait jusqu'à présent. Là, vous avez Izanami, ils vont en enfer et tout. Enfin, c'est... D'accord. Complètement barré, quoi. C'est complètement barré, mais dans le bon sens. D'accord. Franchement, il déborde d'originalité, ce monsieur. Et il fait plein d'autres histoires. Donc si la Loco Locobi, ça vous a plu, allez-y pour les autres. Mais du coup, c'est une avec le cou qui s'allonge, mais qui vous mange le sang. D'accord. Et ce côté chibi avec des grands yeux très mignons et machin. Enfin, vraiment, moi j'ai adoré. Du sang et du curry. Du sang et du curry d'humain. Ça dure combien de temps un épisode? C'est 8 minutes par épisode, 8-10 minutes. C'est pas, long, hein. C'est pas très long. Donc du coup, 1,6 million de vues. Donc il y a en plus, il y a du public. Donc voilà, c'était pour vous faire découvrir aussi un autre type. Une communauté que je connaissais pas, Gacha Life. Je vais tenter en rentrant ce soir. Je t'enverrai la vidéo. Si je rentre vivant, évidemment. Et donc du coup, cette communauté Gacha Life, avec votre petite application de gacha, elle est très en lien avec le Japon. Donc chibi, tout ça, c'est un espèce de subculture qui finalement se connecte bien. Vous avez d'autres histoires de légendes urbaines, beaucoup de légendes urbaines japonaises, donc de trucs qui font un peu peur. Et puis du coup, de Loco Locobi, donc de yokai. D'accord. Merci beaucoup Amandine pour cette superbe œuvre du jour. Ou de la nuit plutôt, on devrait dire œuvre de la nuit. Œuvre de la nuit, mais pourquoi œuvre du jour, on est bête. Et bien voilà, c'est la fin de l'épisode numéro 4. 4 qui est quand même un chiffre assez particulier au Japon maintenant que j'y pense. Le chiffre de la mort, Le chiffre de la mort, c'est effrayant. C'est le chiffre au porte-malheur à la plage du 13. Voilà, donc s'il n'y a pas d'épisode 5, vous saurez pourquoi. Pourquoi, c'est que Mathieu n'est jamais rentré chez lui. Voilà. Ou d'autres raisons, hein, mais... Ou que moi, je me suis cassé la gonelle dans mon escalier. Tu as un bel escalier, on sait jamais. Hein. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu et à cliquer sur la petite cloche. Je rigole. Si vous avez aimé cet épisode et si vous aimez la librairie Yokai, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur iTunes. Dites-le nous, parce qu'on ne le sait pas. Moi, je sais qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui nous le disent pas. Vous avez aimé. Dites-le, c'est important. Si vous vouliez qu'on traite de sujets en particulier, si vous voulez participer à quelque façon que ce soit, allez-y, on est à l'écoute, on attend. Et on serait ravis d'avoir un petit morceau de vous avec nous dans les prochaines émissions. Ça fait toujours plaisir. Quand on fait un podcast, en général, on aime bien avoir des interactions avec les auditeurs. On est là pour ça. On est là pour ça, et puis c'est bien, ça crée une sorte de synergie cosmique. Un esprit yokai immense. Un esprit yokai immense. Qui sait, un jour, quand on aura 6 milliards d'auditeurs, peut-être qu'il va se créer, je sais pas, quelque chose, un yokai spécial. Un yokai universel. Le yokai du podcast. Donc n'hésitez pas à nous laisser des étoiles sur iTunes ou sur d'autres plateformes, de nous laisser des commentaires, envoyez-nous des mails ou même sur le Twitter, hein, les DM, on est toujours là. Moi, mon téléphone a les notifications au on. taquet. Des fois, je les lis et je dis pas à Amandine et elle les voit pas.
Mais on les lit, ça c'est sûr. On les lit. Si jamais vous voulez retrouver Amandine en dehors de la librairie Yokai, vous pouvez la retrouver sur Twitter. Twitter. Je dis beaucoup de bêtises. D'accord. Sur Wattpad où j'écris un petit peu plus sérieusement. Ouais. Je mets aussi les nouvelles des yokai dessus si ça vous intéresse de les relire. Et puis vous pouvez retrouver Mathieu sur son autre podcast Mensetsu. qui va bientôt arriver, n'est-ce pas ? Le nouvel épisode devrait arriver dans les starting blocks. Et sur Twitter aussi. Et sur Twitter aussi. Et surtout sur Instagram où il fait de très très jolies photos du Japon si jamais vous aimez le merci Japon. beaucoup. Donc voilà, on a fait le tour, on a dit tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. On a dit ce qu'il fallait dire, on a peur parce que c'est le soir, parce qu'il fait nuit. Bientôt. C'est l'heure des yokai, c'est l'heure où le soleil se couche. Et surtout parce qu'il n'y a plus de lampe avec de l'huile dedans de nos jours. Donc si jamais on croise une... Qui sait ce qu'elle voudra lécher ? Attention, ça peut porter ça peut porter à conflit. C'est à couper et à mettre comme ça. Donc on se retrouve très très bientôt. On se retrouve très vite. Et en attendant, faites très attention à vous. Et regardez un peu au-dessus aussi, on ne sait jamais ce qui peut pendre. Une tête dans un coin. Voilà. À très vite.楽しき時は集まご無沙汰の顔が集まる満たされた魂で挑む世知辛さ支えは人となり勝負はこれからさ北さ南さ東さ西さ地獄の蓋が開いた会いたいと泣いた魂の宿は胸の中我が宝ほら笑ったまた会いましょう向かう約束の場所また会いましょう向かう約束の場所また会いましょう向かう約束の場所また会いましょう年に一度吹く盆の風に乗りあなたの声が聞こえる花添える引き止めず背負すあの世この世の魂が入り混じる夏祭り喜びで洗い流す今夜の宴あの悲しみは今じゃ笑みを浮かべ花も実もない枝に止まって歌って集い温めまた別れさあ飲めや大黒踊れや恵比寿亀の座敷に鶴の声日が沈めど日が昇れど盆も盆様も笑う風の盆日が沈めど日が昇れど日が沈めど日が昇れど日が沈めど日が昇れど盆も盆様も笑う風の盆あなたを超えていこうと心配しないで俺たちは大丈夫忘れた頃にまた吹く風去年よりずっと強くなった飲めや大黒踊れや恵比寿亀の座敷に鶴の声日が沈めど日が昇れど盆も盆様も笑う風の盆